avez pris 15 minutes pour nous présenter cet excellent rappel et ce qui nous fait tout de suite arriver à la deuxième partie de cette séance, de votre intervention. Face à ce diagnostic qui est dressé, que vous dressez, mais peut-être que la surprise n'était pas une surprise cachée, parce que depuis le début dans nos schémas de développement, depuis 1985, on a fait le choix, nos économistes ont fait le choix d'optimiser les investissements dans les actions de développement, d'infrastructures, et nous avons aussi occulté certaines régions, puisqu'aujourd'hui, le 1/10 de la population, toute la population qui vit dans les forêts, qui sont aux alentours de 960 000 habitants, sont soumis au code forestier, et donc ils n'ont pas le droit de prélever pour un but lucratif des ressources. C'est comme si on demandait aux gens qui habitaient la côte de ne pas pêcher pour vendre du poisson. Donc il y avait des problématiques qui étaient connues, mais qu'on voulait pas, sur lesquelles on ne voulait pas aller. Mais aujourd'hui que la liberté de l'expression est là, à votre avis, quelles seraient les priorités? Par quoi commencer? Les chantiers, ils sont nombreux. Vous avez dressé des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, mais des problèmes de leadership et de crise de leadership en Tunisie, des problèmes de gouvernance. Alors, par quoi commencer? Tout le monde en parle, mais on ne sait pas comment, d'abord, comment faire, et pratiquement, par quelle action entamer ces réformes profondes, mais urgentes. Vous le dites bien, urgentes, parce que nous sommes dans un contexte où l'on parle, ces derniers jours du mois, d'un projet de création, d'institution d'un gouvernement d'unité nationale, et certains partis au dialogue, à cette concertation, ont demandé qu'au lieu de débattre sur les personnes, il vaut mieux débattre sur les programmes et les idées. Donc j'ai réfléchi à la question, et donc par quoi commencer? Vraiment, cela dépend de l'angle d'attaque ou de l'angle d'analyse qu'un économiste privilégie. Personnellement, j'ai une difficulté méthodologique pour répondre à cette question parce qu'elle est complexe et elle ne peut pas être l'œuvre d'une réflexion individuelle. Je l'appelle à une réflexion collective. En attendant, je vais essayer de baliser le terrain de la réflexion en disant que je suis parmi ceux qui révisent à la baisse, qui n'attend pas une configuration de réforme optimale. Pourquoi? Parce que, au regard de la configuration de la classe politique dominante, il me semble illusoire d'attendre de cette classe politique qui gouverne le pays des solutions optimales de mon point de vue. Du moins en ce qui concerne la remise en cause du modèle de développement en vigueur depuis le milieu des années 80. Je pense que notre classe politique demeure politiquement correcte avec les institutions de Bretton Woods et avec leurs experts, et s'inscrit globalement dans le même esprit, dans la même approche que celle de la Banque mondiale, du FMI, etc. Et ont du mal, ils résistent, mais ils croient à la pertinence de ces analyses, ce qui n'est pas mon cas, ni le cas de certains autres confrères, économistes, sociologues, géographes, agronomes comme notre charmante collègue, et qui sont une minorité.
réellement, nous sommes minoritaires parce que les choses, il y a une théorie dominante. On ne peut pas être adepte d'un modèle alternatif alors que la théorie dominante qui forme les gens que nous enseignons est une théorie néolibérale. Donc, je me rabats sur ce que je considère être réaliste, pragmatique, en ayant dans l'esprit l'intérêt de mon pays. Avec cet esprit, je préconise deux types de réformes. Des réformes urgentes à mettre en œuvre aujourd'hui et dont le déploiement, c'est-à-dire la mise en œuvre, la concrétisation, devrait s'inscrire dans l'horizon d'une année et demie à 2 années. Parallèlement, c'est-à-dire de manière concomitante, il y a d'autres types de réformes qui sont des réformes à terme, dont le déploiement, la mise en œuvre demanderait un échéancier qui pourrait aller de 2016 à 2020. Donc, je commence par ce que je crois être les mesures les plus urgentes, les plus brûlantes. D'abord, l'emploi des jeunes. Nous avons un grand problème qui s'appelle l'emploi des jeunes. Les jeunes ne sont pas tous des ressortissants de l'université. Il y a des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'université, il ne faut pas les oublier. Il y a des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans des centres de formation professionnelle et qui rôdent dans les rues. Il ne faut pas les oublier. Il y a ce qu'on appelle les ni. Les ni en formation, ni en travail, ni en scolarité. Il ne faut pas les oublier. Ils constituent quelque chose comme 480 à 500 000 personnes qui ne gagnent rien et qui pratiquement ne savent pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des analyses qui présentent le problème de l'emploi comme émanant de la rigidité des relations de travail. Je m'inscris en faux contre cette analyse parce que les relations de travail en Tunisie sont assez flexibles, du moins depuis 1994, date de la révision du Code du travail. Maintenant, il y a 5 leviers qui nous semblent, je ne veux pas donner de détails parce qu'on se perd dans le détail, mais des idées pour baliser les terrains et pour délimiter mon territoire de réflexion et ma trajectoire de pensée. Je pense qu'il faut lever les barrières à l'entrée de nouveaux opérateurs privés. Les opérateurs privés actuels ne peuvent pas recruter autant de personnes en attente. Donc il faut qu'il y ait apparition de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles entreprises, pas ces micro-entreprises qui dominent les questions industrielles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais des entreprises d'envergure, assez structurantes, à forte employabilité. Il faut que les organismes publics, modestement existants dans les régions de l'intérieur ou inexistants du tout, soient étoffés de cadres. Donc, le secteur public est appelé à recruter, contrairement à ce qu'on pense que le secteur public et l'administration publique sont saturés en Tunisie. C'est faux. Il y a un problème de saturation dans les grandes villes urbaines, mais dans le reste du pays, le secteur public, le secteur étatique est quasiment absent. Il y a des administrations régionales qui n'existent pas dans plusieurs régions. Il faut qu'il y ait une identification de projets et une incitation à l'emploi indépendant. Il ne faut pas mettre des lignes de crédit à la disposition des jeunes et lui dire, viens, amène ton projet, je te donne 10 000 dinars. Il faut qu'il y ait une identification de projets multimodal, allant du projet de travail indépendant jusqu'à un projet porteur, structurant. Parfois, il y a des opérateurs, il y a des gens qui ont de l'argent, qui n'investissent pas parce qu'ils ne savent pas investir. Il faut que l'État leur crée une banque de projets finalisés, qui les assiste dans le choix, dans la mise en œuvre, dans le suivi et dans le management du projet. L'État devrait faire cela. Dans les pays européens, on fait cela. Il faut intégrer la question de la mobilité des personnes dans les accords internationaux, notamment avec l'Union européenne, où l'on ne discute
que de la libre circulation des marchandises à l'exclusion de la circulation des personnes, alors que nous avons un excédent et qu'ils ont un déficit en travailleurs. Il faut repenser l'intermédiation du marché de l'emploi, révision des politiques actives du marché de l'emploi, des programmes d'insertion des jeunes. Il faut qu'il y ait une reconversion, avoir une licence en mathématiques ou en philosophie, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est des licences prestigieuses de mon humble point de vue, mais il ne faut pas que l'on travaille, l'on gagne sa vie conformément donc, au profil académique. Il y a des métiers, autres métiers, et il n'y a pas de mal à ce que l'on effectue de stages de reconversion en s'adaptant donc aux contraintes du contexte économique et social dans lequel on vit. Un diplômé en littérature, en géographie, pourrait bien devenir un comptable. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc il faut qu'il y ait des structures qui aident à cela. Deuxième grande préoccupation de la révolution qui est pressante, c'est la demande de développement des régions de l'intérieur, l'emploi des jeunes et les régions de l'intérieur. Il faut reconnaître maintenant que pour développer les régions, il faut accorder un rôle crucial aux collectivités locales dans le cadre des nouvelles dispositions constitutionnelles. Il faut faire émerger la région comme un centre de décision et non pas comme un agent de maîtrise, un instrument d'application de politique émanant de la centrale. Il faut qu'il y ait une nouvelle approche des zones régionales, le découpage en zones de développement régional. Il faut qu'il subisse une révision en rattachant donc certaines zones défavorisées à des zones moins défavorisées ou assez prospères. Il faut qu'il crée une discrimination positive dans les investissements publics et un système d'incitation à l'investissement privé dans les régions de l'intérieur qui ait un véritable pouvoir incitatif. Cela, c'est comme si j'ai dit que le système actuel en vigueur, il n'empire réellement la jeunesse, le djihad. Donc, il faut repenser la question et il faut savoir assurer la rétention des jeunes et des cadres. Un cadre, il n'y a pas un seul hôtel dans un gouvernorat comme Syrienne. Comment voudrais-tu qu'un ingénieur habite Syrienne, ou un médecin, ou qu'un jeune homme titulaire d'un diplôme, qui regarde toutes les chaînes de télévision dans le monde, passe 3-4 jours de suite dans un pays où il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas un lieu de distraction. Donc, il va falloir améliorer le cadre de vie, et c'est le rôle du ministère de la Culture, du ministère de la Jeunesse, etc., etc. Il faut améliorer l'attractivité des investisseurs privés par un upgrading, une mise à niveau significative des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, un encadrement institutionnel, technico-administratif des promoteurs. Il ne faut pas lui donner une incitation et le lâcher dans la nature. Il faut qu'il trouve un appui, une appui. Il faut qu'il trouve les centres techniques. Il faut qu'il trouve le CEPEX. Il faut qu'il trouve le CETEX. Il faut qu'il les trouve à Kasserine, à Gafsa et à Béja. Et non pas uniquement à Tunis. Donc c'est un encadrement institutionnel, administratif et surtout technique qui devrait être mis gratuitement et qualitativement, de bonne qualité, à la disposition des opérateurs privés. Partout dans les pays industrialisés, on fait cela. Notamment, j'ai visité des sites italiens. C'est des services techniques et administratifs de très haute qualité, mis gracieusement à la disposition des opérateurs économiques. Il faut qu'il y ait une identification de l'avantage spécifique régional, genre dire et montrer de manière convaincante en quoi consiste l'avantage de Béja par rapport à Jemdouba, par rapport à Siliana, par rapport à Gafsa, etc. Dans chaque région, il y a un avantage spécifique. Il y a des régions qui sont riches en faune, une grande côte, ils peuvent développer le tourisme, d'autres qui sont riches en vestiges historiques, d'autres qui sont riches en forêts, en plantes médicinales, d'autres qui sont riches en
on produit de substances qui peuvent développer des industries de matériaux de construction, etc. Il y a des avantages, des régions qui ont un avantage spécifique qui est méconnu. Il faut également créer une banque de projets finalisés. Madame, un projet vient faire une industrie de conserve de tomates. Non, les gens ont besoin, ils ont de l'argent, ils peuvent accéder à des crédits, mais il a besoin de connaître comment monter un projet et qu'il soit assisté. Et il faut qu'il y ait un code d'investissement à puissant billet incitatif en faveur des régions. Sixième levier pour le développement des régions, c'est faire en sorte qu'il y ait une transformation locale des ressources naturelles. Ce n'est pas admis que dans tout le nord-ouest, là où il y a les céréales, il n'y a pas une seule fabrique de couscous ni de pâtes. Qu'il n'y a rien pour fabriquer, pour conserver les tomates dans les régions qui le produisent allègrement, ni pour conserver, ni pour mettre en conditionner le lait. Dans des régions comme c'est déposé, dans des régions, il n'y a rien. Par quel hasard Sfax est devenu Sfax où je suis né? Il n'y avait pas de lait à Sfax. Quand on était aussi jeune, il n'y avait jamais, on ne buvait pas de lait. Maintenant, c'est le premier producteur de lait. Alors que le lait est jeté dans les caniveaux, dans des villes comme Sidi Bouzid, y compris comme Siliane, etc. Donc, par quelle logique les cimenteries sont ailleurs, les sièges sociaux sont là, le phosphate il est dans le bassin minier et le PDG il est établi à l'avenue d'Arabie Saoudite, les marbres, le marbre, le trab, etc. Il est à Sidi Bouzid, il est à Gasserine, à Tel, et il y a une seule fabrique, on a 12 personnes, on ne transforme pas cela, c'est des blocs entiers qu'on transforme presque dans le centre-ville de Tunis. Donc, il faut qu'il y ait des incitations spécifiques de transformation, valorisation locale des ressources naturelles, c'est créateur d'emplois, de savoir et de compétences. Il faut un soin particulier pour le secteur artisanal qui est très développé dans les régions et qui touche toutes sortes d'activités, mais qui demeure assez amateur. Il n'est pas industrialisé, des artisans livrés à eux-mêmes, ils ne savent même pas vendre leurs produits. Donc il faut, dans les régions de l'intérieur, s'apprête au développement d'un formidable secteur qui va être un des piliers de la croissance économique en Tunisie, c'est l'économie sociale et solidaire qui pourrait embrasser des pans entiers de la population. Je pense aux pêcheurs, aux artisans, aux petits métiers, aux petits agriculteurs qui représentent, les petits agriculteurs, ils représentent quelque chose comme 80% des exploitations agricoles, des exploitants agricoles qui ne peuvent pas accéder seuls au marché des impôts, qui ne peuvent pas payer l'eau d'irrigation et qui ne peuvent pas écouler leurs marchandises. Avec des structures d'économie sociale et solidaire, ils vont se présenter comme des personnes morales, ils vont négocier ensemble. Et ils vont avoir une capacité, un pouvoir de négociation pour accéder au marché et pour s'approvisionner. Il faut donc promouvoir le tourisme intelligent. Il y a des circuits touristiques dans toutes les régions de l'intérieur. Je pense à un circuit qui va du Kef, Siliane, Beja, à travers Tboursouk, Jandouba, à travers Belarigia, des circuits fantastiques où tu ne trouves pas un seul bus de touristes. À Siliane, il y a la deuxième plus belle grotte du monde, que ne connaissent que 2 ou 3 spéléologues. Il existe une grotte semblable à Beyrouth, qui est une mine de devises. Toutes les secondes, etc. Donc, il faut promouvoir les échanges frontaliers. Rien que le Gasserine fait 220 km, 220, un pays
entier riche. Nous avons la chance, mais deux voisins très riches qui ne produisent rien. A-t-on exploité cet avantage géographique? C'est un avantage géographique. L'a-t-on exploité? Pas du tout. Donc, il va falloir y penser. Troisième grand impératif, c'est priorité urgente, c'est la préservation du pouvoir d'achat des Tunisiens à travers une politique de révision des régimes de prix. Vous savez que l'administration tunisienne ne contrôle plus que 16% des produits et que même lorsqu'elle constate une aberration, elle ne peut intervenir sur le marché que dans un délai de 2 mois. Après, il y a donc c'est un problème de régime de prix, de contrôle, de régime, la politique des prix. L'État est inopérant. Une politique moderne de la concurrence pour lutter donc contre les connivences d'intérêts privés, toutes sortes d'entraves au libre jeu de la concurrence, une réforme audacieuse des circuits de distribution qui sont maintenant squattés par des familles connues comme et il faut réviser régulièrement les salaires dans le cadre du dialogue social. Il faut que nous arrivions dans un délai très rapide à éradiquer quelque chose comme, à faire en sorte que quelque chose comme 700 000 Tunisiens accèdent à un palier supérieur en termes de niveau de vie. Les gens sont touchés par la pauvreté absolue. Un mot de cas. يعني تاع 2000 كالوري هكا عبد الرحمن تاع معناتها ياكل وكاو ما عندوش حاجيات اسمها دواء ولا ثقافه ولا لا ما عندوش الحاجيات هذه حاجه نتاع السيرفي هذا مش معقول. ثم 5% de la population كان نرجعوهم حتى 1% ولا 2% في ظرف عامين ماهيش عمليه مستحيله. ثم ان سوكل سوسيال مينيموم اللي هي لا سونتي دو باز على الاقل يلقى زريقه يلقى حربوشه في مستوصف معناتها اسونسيال. والرevenu minimum, le revenu minimum, il profite à 120 000 familles nécessiteuses, اللي فيهم une polémique, et dans un cadre de création de revenus. نعلموهم كيفاش يوليو كرياتور دو ريفوني، يعمل حاجه، يعمل نصبه، يعمل حاجه، يصنع حاجه، يصنع مظله، يصنع واحد، نعاونوه باش يخلق دخل مش باش ياكل. Cinquième priorité urgente, c'est la contrebande et l'informalité. Il faut mobiliser tous les cadres de l'État et les services dans le cadre d'une approche, et moi je ne recommande pas l'approche strictement sécuritaire. Il y a l'approche sociale, il y a l'approche négociée. Toutes les expériences, l'administration est tellement gangrénée maintenant, il ne faut pas espérer à terme. C'est comme si on recommande de changer l'administration. Les données sont là, c'est un phénomène qui a اخترق الإدارة بشكل كبير. على الأقل يحب يعمل كوميرس انفورميل يعمل في لي برودوي لوكو ما يعملوش في لي برودوي étrangers. Les produits étrangers payables en devises devraient maintenant circuler dans les circuits formels et légaux. L'évasion fiscale et sociale, il y a deux types d'évasion. Évasion fiscale, des données, une priorité. C'est un préalable majeur de l'administration fiscale. L'administration fiscale, il y a 7 ordinateurs, il y a 7 PC ordinateurs, il y a un ordinateur pour 7 employés, et il y a 3, je suis désolé, je me suis embrouillé, donc je pense qu'il y a 3 ordinateurs par agent et une voiture par 7 agents. Ils ont un besoin de recruter quelque chose comme 4000 agents supplémentaires, avec formation, acquisition de logiciels, etc. Moi je dirais que face à ce fléau, il faut lier l'accès au marché public et aux prestations publiques à l'accomplissement du devoir fiscal et du devoir social. La CNSS dispose de 800 millions de dinars de créances chez des entreprises connues et identifiées qui refusent de les verser. Et pour la première fois, la CNSS est déficitaire de 200 millions de dinars. Il y a des secteurs qui ne paient pas d'impôts.
les exportateurs, les agriculteurs. Il faut mettre un terme à cela. Septième priorité urgente, c'est le déficit et l'endettement public. Je recommande 6 mesures pour limiter, qui vont d'augmenter le recouvrement fiscal et non pas d'augmenter l'imposition, mais juste le recouvrement fiscal, le recouvrement des créances de l'État auprès de certaines personnes qui ne les payent pas, comme les pénalités, les amendes, des redevances, et qui sont de l'ordre de 5 000 millions de dinars, soit à peu près l'équivalent de l'ensemble du budget de l'équipement de l'année 2016. C'est scandaleux quand même. L'État les connaît, et l'État n'a pas le courage d'aller bousculer ses créanciers pour se faire rembourser. Il y a un coût de l'inefficience de l'organisme public en charge de la compensation, réduire le train de vin de l'administration et limiter l'endettement extérieur en cas de nécessité au financement de grands projets et non pas au financement de la consommation, encore moins des salaires. L'avant-dernière priorité urgente, c'est la pérennité et la soutenabilité du système de la sécurité sociale. Il faut qu'il y ait des réformes. Nous savons que ces réformes vont être profondes, mais il faut que la population ait le sentiment qu'il y a un partage juste des sacrifices. Et il faut commencer par les réformes susceptibles de créer un effet d'annonce positive chez la population. Il faut tout de suite mettre un terme à certaines pensions de retraite fabuleuses, comme celles des membres du gouvernement ou des députés. Il faut mettre un terme, et cela n'engage que ma personne, à une certaine péréquation. Péréquation pour les retraités de certaines primes qui ne sont redevables qu'au personnel actif. Donc, par exemple, un instituteur ou un professeur a obtenu une prime de la rentrée scolaire. Pourquoi le retraité de l'enseignement secondaire, il n'a pas de rentrée? Il n'a pas. Et la prime de risque, il n'a pas. Mais certaines primes échappent à ce contrôle, et cela a été débattu dans le Premier ministère. Certaines primes obéissent à la précaution automatique. Mais c'est pas ça le plus important. C'est voir les situations aberrantes, commencer par cela et faire une réforme de la sécurité sociale, pas parachutée, pas autoritaire, mais concertée et négociée et surtout échelonnée dans le temps avec le sentiment de partager les sacrifices. La position extérieure, c'est la dégradation des indicateurs de la position extérieure, du commerce extérieur et de l'endettement à cause d'une certaine propension à l'importation de produits parasitaires qu'il faut limiter. Il faut diversifier les marchés à l'exportation. Il faut recourir aux clauses de sauvegarde qui sont contenues dans les accords internationaux chaque fois qu'on constate des problèmes de balance de paiement et de balance commerciale. Il y a un système de compensation des importations par les exportations qui était en vigueur dans le secteur automobile qu'on pourrait faire fonctionner. Vous voulez importer, d'accord, mais exporter, s'il vous plaît. Vous voulez importer de la marchandise étrangère, vous pouvez le faire, mais à condition que vous-même, vous exportez de la marchandise tunisienne. On imposait cela aux importateurs de véhicules. Ils devraient exporter au moins 50% de la valeur des voitures qu'ils importent en produits et accessoires automobiles, en composants automobiles. La chute du dinar tunisien maintenant elle est catastrophique et il faut que cela profite à la compétitivité de nos exportations, parce que ceux qui disent cela ne savent pas que nos exportations ont un contenu très élevé en importation. Voilà. C'est ce que je pense être les priorités les plus urgentes. Je rappelle que leur mise en œuvre nécessite un pilotage d'une équipe gouvernementale dévouée, sans calcul politique, sans contrôle politique, et qui travaille donc en harmonie et qui est menée par un homme qui sache mener une équipe et faire aboutir ses priorités.